La Belgique se relance, on parle de transformation digitale aujourd'hui en province du Luxembourg. Frédéric, l'aventure commence en 2016. Racontez-nous un petit peu comment vous décidez de lancer Carpe Diem. Eh bien, 2016, en fait, c'est la suite de mon entreprise précédente. On avait lancé une société qui faisait du paiement mobile. Ok. Donc, ce que Payconic fait aujourd'hui, Oui. paiement par QR code, on a lancé ça en 2012. On a développé la société à Luxembourg, en Espagne, en France. Et puis, on n'a pas réussi. Donc, on a été racheté avant de faire faillite par un groupe irlandais. Et puis, après 2 ou 3 ans, ce groupe irlandais a également jeté l'éponge. Et donc, je me suis retrouvé sans emploi. Mais le monde du paiement, ça reste un monde qui est super dynamique, super intéressant. Ce sont des gros volumes, beaucoup de transactions. Et je me suis dit, j'ai envie de continuer dans ce monde-là. Par contre, je ne veux plus me planter comme je m'étais planté avant. Donc, j'ai vraiment réfléchi à toutes les erreurs qu'on avait commises dans la boîte précédente, Flashies. Et on en avait fait un paquet. Oui. Et donc, pour me relancer dans le paiement mobile, il fallait trouver l'endroit où il y avait des transactions récurrentes et où les gens étaient, j'allais dire, forcés d'aller régulièrement. C'est ça. Il y a soit la grande distribution, soit le monde du carburant, parce que quand vous avez acheté une voiture, vous êtes captif, vous avez besoin de l'alimenter régulièrement. Et c'est sur cette réflexion-là que j'ai commencé à réfléchir, et puis j'ai lancé la société. Très vite, mon partenaire Alain Tayenne m'a rejoint. Je pense qu'on est très complémentaires, des visions différentes du marché. Je vais voir les opportunités, il va voir les risques. Et donc, on a pu vraiment construire une solution qui a intéressé les premiers clients. Premiers clients qui étaient belges. Donc la société est basée à Luxembourg, mais nos premiers clients, c'est Belfius par exemple, c'est Lukoil, c'est DATS24, Colruyt, qui ont décidé qu'en fait ils voulaient avoir une relation encore plus proche avec leurs clients. Et donc Colruyt a intégré le service de prise de carburant dans son application mobile Extra. Donc si vous avez l'application Colruyt, comme probablement plus de 500 000 personnes en Belgique, vous pouvez faire votre plein dans les stations DATS24. Et chaque fois que vous poussez sur le bouton faire le plein, c'est notre technologie qui est utilisée. Quelle est la place de la digitalisation? Alors, à quel moment elle entre en œuvre? Que au début? Tout le temps? Elle intervient à différents niveaux. Aujourd'hui, si je regarde le cas DATS24 ou Colruyt, vous avez beaucoup de gens, plus de 4 millions de personnes ont la carte Colruyt plastique. Qui permet juste d'identifier le client quand il rentre en magasin. Mais on ne peut pas interagir avec lui sur le plastique, évidemment. Quand je suis client et que je digitalise la carte, que j'utilise non plus la carte plastique, mais mon téléphone pour être identifié, là, je peux recevoir des promotions de la part de mon magasin. Je peux être invité à des événements particuliers, etc. Et donc, je vais être vraiment, en tant que marchand, je vais avoir la possibilité d'interagir avec mes clients. C'est ce qu'on propose, nous, à tous les utilisateurs de smartphones. Donc, notre service, c'est vraiment quelque chose qui s'intègre dans des applications existantes. On n'a pas créé d'application nous-mêmes. On s'intègre dans des applications existantes ou dans le tableau de bord des véhicules. Et ça permet d'avoir un échange avec le commerçant qui peut attirer des clients dans sa station. Et ensuite, une fois que le client est dans la station, le faire rentrer dans la boutique pour éventuellement lui faire bénéficier d'un coupon. Donc ça veut dire que demain, Technifuture peut fabriquer le robot qui va me permettre de ne pas descendre de ma voiture pour utiliser son système. Nous, c'est vrai qu'on ne fabrique rien. Donc un centre de compétences ne peut pas prendre la place des sociétés qui font ce métier. Vous pouvez travailler avec. Voilà, avec. On peut aider, mettre en place les solutions et développer toutes les compétences nécessaires aux humains, on va dire, pour acquérir et développer ces solutions. Mais on ne prend jamais la place. On va dire, on ne va pas développer un logiciel informatique, on ne va pas faire une IA, on ne va pas faire un robot. Mais par contre, on va vraiment permettre à toutes ces sociétés d'acquérir les compétences pour les utiliser au mieux. Peut-être encore un mot pour répondre vraiment à la partie digitalisation. Dans le monde du transport, dans tout ce qui est logistique, la majorité des flottes de camions utilisent des cartes carburant. Et en fonction des pays dans lesquels ils ont parfois 2, 3, 4, 5 cartes carburant différentes dans les camions. Et maintenant, notre plateforme permet de digitaliser ces cartes carburant. Et donc, quand vous avez une flotte de 1000 camions qu'il faut distribuer les cartes, le camionneur, il ne repasse pas tous les jours au bureau pour prendre une nouvelle carte. Quand il y a une carte qui est volée, ce genre de choses, ça devient compliqué à gérer du point de vue logistique et ça coûte de l'argent aux flottes. En digitalisant les cartes et en les poussant directement sur le téléphone des conducteurs ou directement dans le tableau de bord du camion, on facilite la vie, on réduit les frais, on réduit la fraude aussi, parce qu'on va s'assurer que le camion est au même endroit que la pompe avant d'activer la pompe, alors que quand c'est une carte, on ne sait pas où est le camion, on ne sait pas si la carte a été volée, etc. Donc la digitalisation apporte une meilleure expérience pour le conducteur, un meilleur contrôle pour le gestionnaire de flotte et facilite la vie à toute la chaîne.
Oui, c'est ça. Peut-être un point qui est intéressant, qui me permet de rebondir sur un autre sujet qui est directement lié à la province du Luxembourg, c'est que tout à l'heure on posait la question de finalement qu'est-ce qui permet d'activer la transformation numérique, et on répondait par l'approche écosystème. Oui. Finalement, ici, qu'est-ce qu'on fait? On active un écosystème particulier qui est celui de la logistique, du transport, qui est pour le coup en Wallonie un secteur extrêmement important, indépendamment de ça. Ce qui m'amène sur un autre élément qui me semble vraiment important par rapport à la province du Luxembourg, c'est le secteur de l'agriculture, qui est aussi un gros secteur en Wallonie. Il n'y a pas qu'au Luxembourg. J'habite en West Bay. Je peux vous dire que c'est un domaine particulièrement important. Pensez au smart farming. Alors, tout ce qui est autour de l'agriculture du futur, et je tenais à souligner de ce point de vue-là que c'est à Libramont que se trouve la foire de Libramont. Alors, quand on parle de la foire de Libramont, on imagine l'événement qui se déroule au mois de juillet, où on peut aller voir les plus belles vaches, les plus beaux cochons, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il faut y aller une fois dans sa vie. Moi, j'avais jamais été. C'est fait. Tout le monde. C'est absolument fantastique. Mais depuis plusieurs années, la foire de Libramont a mis un accent justement sur la question de la digitalisation, en tout cas de la transformation numérique, pour parler en vrai français, du secteur de l'agriculture, qui est un secteur extrêmement porteur. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir finalement dans le domaine de l'activité agricole, quels sont les endroits, comme Olivier l'expliquait tout à l'heure pour l'industrie, quels sont les endroits où la transformation numérique fait du sens. Et par exemple, dans le domaine de l'agriculture, il y en a toute une série. La cartographie. Il est évident que tout ce qui concerne la cartographie des parcelles agricoles, la pluviométrie, les impétrants, les rendements, etc., tout ça, c'est de la data, c'est de la donnée. On a aujourd'hui un partenariat avec un acteur qui s'appelle Wild DigiFarm, donc qui travaille dans le cadre de Digital Wallonia, qui est vraiment spécialisé sur la donnée agricole. Puis alors, vous avez toute la robotisation et les dernières éditions physiques. Pour parler de la crise de la foire de Libramont, mais il y avait des démonstrateurs de robots agricoles qui permettent notamment d'éviter d'utiliser des produits, d'utiliser tous les pesticides, etc., en travaillant de manière ultra précise sur les parcelles, et qui nous a permis aussi, avec un autre acteur important de la province du Luxembourg, qui est Idelux Innovation, de faire des concours de start-up. Oui. Dédié à ce qu'on appelle l'AGTech, donc l'AgTech. Ici, on a un acteur de la FinTech, donc finance et technologie, agriculture et technologie, l'AgTech. Des gens qui viennent avec des solutions dans tous les domaines, depuis la micro-farm jusqu'à l'économie circulaire, en passant par la robotique. Et là, on a au travers d'un acteur comme la foire de Libramont, qui travaille 365 jours par an là-dedans, capacité à activer l'écosystème agricole et à enclencher les process de transformation numérique. Ils seront justement sur notre plateau jeudi. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est vraiment une dynamique qu'il faut souligner au niveau de la province du Luxembourg. Il y a l'Eurospace Center dont on vient de parler, il y a la foire de Libramont. Et c'est toujours cette idée d'activer les domaines sur lesquels il y a une demande forte et de voir comment alors les acteurs du numérique, les entreprises ou la recherche, peuvent amener des solutions qui, j'utilise volontairement ce terme, transforment la manière dont on fait le business, qui est un business qui apparaît pour beaucoup de gens comme hyper traditionnel. Le transport ou l'agriculture, c'est l'image d'Épinal du camion et du tracteur. Et comme vous le savez, on est en province du Luxembourg toute cette semaine. Pourquoi cette province est-elle la moins bien connue ou la plus discrète? Moi, je n'ai pas l'impression qu'elle est la moins bien connue. Je pense que tout le monde la connaît très très bien, mais tout le monde a peut-être tendance à y venir dans l'esprit de passer un moment en famille, de passer un moment en couple. Il y a moins de 300 000 habitants, c'est peut-être pour ça. Etc. Voilà. Et donc, destination de vacances. Vacances, nature, etc., etc. Mais je pense qu'il y a en province de Luxembourg aujourd'hui des pépites extraordinaires. Je vais reparler de l'Eurospace Center. L'Eurospace Center aujourd'hui accueille des jeunes de 36 nationalités différentes. On va chercher des jeunes qui viennent spécialement en Europe. Alors, certes, des fois, ils en profitent pour rester un peu plus longtemps, mais ils viennent d'Australie, ils viennent de Chine, ils viennent d'Inde. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher là qu'ils n'ont pas ailleurs? Eh bien, simplement, tous les stages, toutes les formations que l'on propose à l'Eurospace Center, toutes mais ces formations pas STEM. Alors non, nous sommes aujourd'hui uniques au monde, je dis bien uniques au monde, et j'ai encore été, semaine dernière, dans le cadre de la semaine de la Wallonie, à Dubaï, avec des représentants de 200 industries, à l'Expo universelle, où là aussi, de nouveau, chaque fois qu'on rencontrait des tours opérateurs, chaque fois qu'on rencontrait des intervenants du spatial, et entre autres l'agence spatiale dubaïnaise, ils étaient intéressés de venir à l'Eurospace Center, comme mes Coréens tout à l'heure, parce que justement, nous sommes uniques au monde. Aujourd'hui, en Alabama, il y a un Space Camp, mais qui fait 2 types de stages. Nous avons anticipé, et nous anticipons tellement bien que quand on parle de cybersécurité, dont on parlait tout à l'heure, où l'Eurospace Center, ou en tout cas le site Galaxia, va devenir
devenir le centre où on va coordonner, organiser de référence au niveau de la cybersécurité, eh bien, nous, au niveau de l'Eurospace Center, nous sommes déjà en train de préparer 2 nouveaux stages pour l'année prochaine. Un sur la télécommunication, parce que vous savez que tous les astronautes sont radioamateurs et donc il est important que les jeunes qui veulent devenir des astronautes en air puissent aussi avoir ces compétences-là. Et demain, elles sont importantes parce que c'est aussi un moyen de rester en contact avec des satellites, avec la station internationale. Vous ne le savez peut-être pas, mais des fois, la station internationale a été coupée de toute communication traditionnelle et il n'y avait que les radioamateurs qui parvenaient à rester en contact avec les astronautes et comprendre ce qui se passait, transmettre les informations à l'ESA, à la NASA, de façon à pouvoir régler les choses. Donc ça, c'est important. Et le deuxième stage que nous allons essayer de lancer aussi, on va en tout cas le tester cette année-ci, c'est un stage de cybersécurité pour les jeunes. Oui, alors ce ne sera pas toujours facile de les convaincre aussi, mais de nouveau, on va essayer de faire un petit stage de 5 jours avec des gens qui ont justement cette capacité pédagogique de transmettre l'information aux jeunes. On va aussi essayer au niveau marketing de les interpeller et de les intéresser, parce que c'est toujours plus facile à un jeune de lui vendre un stage de fusée, de lui stage en vente de robots, ou un stage où il va tourner sur des instruments qui ont été mis au point pour l'entraînement des astronautes. Ça, évidemment, directement, on a envie, on voit que, ah oui, papa, moi je veux essayer ça, je veux, etc., etc. Hop, en avant, c'est parti. Évidemment, quand on parle de faire un stage de modélisation 3D, ou un stage de cyber, ou un HealthCam sur les écosystèmes, etc., etc., c'est plus compliqué à faire passer la notion. Mais je crois qu'on doit se forcer et qu'on doit se battre à ça. Et en tout cas, c'est une de nos missions, nous, à l'Eurospace Center, de dire, mais il y a ça aussi et c'est intéressant. Alors, un mot sur la cybersécurité quand même, parce qu'on en a parlé sur notre semaine consacrée à Bruxelles. Et ce qu'il en ressortait de cette émission, c'est qu'il y avait une sorte de négligence à ce niveau-là. Il y a un vrai danger qui s'installe, tout s'est accéléré, les gens ne sont pas forcément protégés ou équipés, le télétravail n'a pas aidé. C'est ça le but de ces stages? Alors moi je dirais très simplement, pour moi la Troisième Guerre mondiale elle a commencé. Ouais. Alors la Troisième Guerre mondiale c'est quoi? On parle de rançon, hein, moi je parle des satellites que tout le monde envoie dans des zones où pour finir on est dans des zones internationales et où j'ai mon satellite comme je peux avoir mon porte-avions, ou je peux avoir mon bateau et donc les zones ne peuvent pas s'installer. À partir du moment où toutes les places seront prises, il y a 2 solutions. Ou on fait péter le satellite de l'autre de façon à pouvoir s'installer ou on pique l'information du satellite de l'autre qu'il a mis en place. Et donc ça, c'est le combat de demain que beaucoup de gens ne comprennent pas, que beaucoup de gens ne sont pas conscients. C'est que dans le domaine du spatial, c'est déjà la guerre. C'est déjà la guerre. Vous avez vu l'information la semaine dernière où vous aviez les Russes qui ont démoli un satellite. Ok, d'accord. Mais les Américains l'ont déjà fait, les Chinois l'ont déjà fait, les Indiens l'ont déjà fait. Donc ça, c'est la démolition. Le reste, c'est manger l'information de l'autre. Avant lui, bien sûr, de façon à pouvoir l'utiliser. L'information, c'est de l'argent, on le sait. Et donc, c'est un combat. Donc, nous, on va le commencer gentiment à l'Eurospace Center au niveau du site proprement dit, où on va devenir un pôle de référence au niveau cybersécurité. Et l'Eurospace Center lui-même, au niveau des jeunes, eh ben, on va essayer de commencer à faire ces stages-là, de façon à les sensibiliser à ça. Olivier. Pardon, peut-être important de rappeler que cette dynamique cybersécurité dont l'Eurospace Center va être un acteur est un programme structurant. Je reviens toujours avec cette notion sur lequel il n'y a évidemment pas que cet acteur-là qui va être mobilisé, parce qu'il y a pas mal de centres de recherche, notamment dans les universités, qui sont spécialisés là-dedans, d'une part. Donc on mobilise au travers d'un programme qui va s'appeler Digital Wallonia for Cyber, on va mobiliser tout cet écosystème, l'offre, la demande, et il faut souligner, parce que c'est un point important, que pour les PME, c'est un véritable enjeu, comme on l'a dit, à partir du moment où l'activité se digitalise, quelque part, l'actif de l'entreprise se digitalise aussi, notamment au travers des data. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a sans doute un manque de formation, de préparation, j'allais même dire de sensibilisation aux risques qui sont couverts Et on le dit, on le sait, on entend de plus en plus parler de rançon, carrément. Mais il y a des moyens d'en prendre relance. Aujourd'hui, c'est de nouveau une question de prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui est en route et donc il y a une activation des acteurs qui est en train de se mettre en place. Mais Olivier, question très concrète à nouveau. Que se passe-t-il quand vous êtes face à un client qui vous dit « Tiens, j'entends parler de cybersécurité, qu'est-ce que vous pensez ?» Ce qui se passe beaucoup, nous, pour le moment, c'est beaucoup de patrons, c'est leur principale préoccupation. Donc, il faut quand même savoir qu'ils en sont conscients. Maintenant, ils ne savent pas nécessairement vraiment très bien comment ils vont pouvoir répondre à ça. Il faut savoir que la cybersécurité, c'est vrai que c'est un problème technologique, mais c'est aussi un problème humain. Parce que beaucoup d'erreurs, parfois, qui arrivent dans certaines sociétés, c'est un humain qui a décidé d'ouvrir un mail avec
avec une pièce attachée. Et le après, post-it. Oui, mais ils ne savaient pas. Mais ils ne savaient pas. Donc c'est vrai que je crois qu'il faut autant travailler sur la sensibilisation effectivement de tous en tant que citoyens, en tant que membre du personnel d'une entreprise, en tant que personnel dans une administration. Ça, toutes ces personnes devraient maintenant savoir les risques qu'elles prennent avec le phishing, etc. Enfin, avec différentes choses. Et ensuite, mais en même temps, en parallèle, il faut évidemment upgrader les défenses des entreprises, des organismes publics, de la ville de Liège, de l'hôpital de Bouges, enfin de ceux qui ont été impactés. Je peux vous dire qu'eux, ils savent ce que c'est maintenant. Ils savent ce que c'est d'arriver et de voir les ordinateurs et toutes les données sont cryptées. Il n'y a plus moyen de récupérer rien. Ils n'étaient pas assez protégés, en fait. Voilà, vraiment. Voilà, j'aime pas dire ça, mais en tout cas, c'est certain qu'il y avait des faiblesses et que certains ont pu en profiter et qu'il faut faire attention à ça. Je pense qu'André et d'autres seront d'accord avec moi que ça se sait. Et donc, un hacker, il sait là où il y a des faiblesses, où sont les régions faibles, si je puis dire, où il peut rentabiliser ses attaques, si je puis dire. Et la première démarche d'un hacker, c'est quoi? Pourquoi il fait ça? Pour moi, c'est clairement financier, donc c'est clair. Il y a ça. C'est les nouveaux cambrioleurs. Qui sont des hackers philanthropiques, c'est-à-dire qu'ils font ça pour démontrer un problème. Et puis, donc, la véritable origine du terme est une origine positive. C'est-à-dire quelqu'un qui identifie un problème et qui le signale. Genre, pour prendre une comparaison physique, je vais voir qu'il y a un problème avec la serrure de votre maison, je vais sonner, je vais dire, attends, il y a un problème avec le... Par contre, si vous êtes mal intentionné, vous dites, ok, la nuit, je vais revenir et je vais ouvrir la maison. C'est ça. Donc, oui, effectivement, il y a... En général, les meilleurs bandits sont les meilleurs défenseurs. C'est souvent ce qu'on dit. Mais il est financier, mais il est certainement aussi stratégique, comme on l'expliquait. Donc, c'est aussi un combat entre pays, quoi. Donc, ça, c'est clair, quoi. Et quand vous regardez les moyens, par exemple, que met la France actuellement, on y retrouve ceux qui se défendent et qui ont pris conscience de cette nouvelle guerre, on va dire, qui se fait dans le numérique. On y retrouve déjà des pays comme la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Japon, enfin, tous des pays qui savent, les États-Unis, la Chine, qui savent, Israël, très très fort dans ce domaine-là, mais c'est des pays qui sont aussi très forts, je dirais, dans la défense classique. Et ils ont simplement mis en place maintenant quelque chose de différent. En Belgique, ça bouge, parce qu'au niveau fédéral, il va y avoir... C'est ce que je disais au niveau régional, de nouveau, sans vouloir dire que tout va bien et tout ça, mais je pense que c'est vraiment un message à faire passer aujourd'hui, c'est que, particulièrement pour la Wallonie, et quand le programme s'appelle Digital Wallonia, donc c'est quand même un truc qu'on revendique, c'est d'arrêter aussi de croire qu'on passerait complètement à côté de ces trucs-là. Enfin, ce qui se passe, il y a 2 mois de ça, il y avait une Cyber Night, la première Cyber Night qui était organisée à l'Eurospace Center. Et je vous dis, aujourd'hui, on a toute une série d'acteurs qu'on est en train de mobiliser, depuis les questions de compétences, les questions du secteur, les questions de recherche. Ça ne fonctionne pas s'il manque un maillon dans la chaîne. Il vous faut un secteur fort, parce que sinon toutes vos solutions technologiques partent à l'étranger. Il vous faut de la demande, et la demande, elle vient par les secteurs traditionnels, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui sont activés dans leur transformation. Il faut de la recherche, parce que si on s'arrête avec ce qui existe aujourd'hui, on ne capte pas ce qui va se passer après. Et il vous faut du support, qui soit politique, qui soit financier. Donc c'est vraiment une logique qu'on essaie de faire fonctionner de manière systématique. Allez, on attaque bientôt la dernière partie de cette émission. Restez bien avec nous, c'est juste après la pub. À tout de suite.